Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur Radio Asso et j'accueille principalement Caroline Bablon dans mon émission Un temps pour soi. Bonjour Caroline. Bonjour Ambre. Bonjour et bienvenue. Alors Caroline, tu es diplômée en ethnologie, tu es formée à la psychogénéalogie et à différentes thérapies comme l'hypnose, la numérologie et j'en passe. Alors la psychogénéalogie, je le rappelle pour les auditeurs, ça repose sur l'idée que les traumatismes de nos parents et de nos ancêtres œuvrent dans l'inconscient des descendants. J'aimerais que tu nous parles aujourd'hui de ton travail en qualité de psychogénéalogiste. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste en fait ce métier ? Et puis, comment se déroule en fait une psychogénéalogie? À qui ça s'adresse? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour ton accueil ou pour cette émission. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, Ambre, et ton énergie. Alors, la psychogénéalogie, effectivement, comme tu le dis si bien, va être interrogée l'histoire familiale. On replace la problématique d'une personne dans son système. On va aller lever les zones d'ombre. Et c'est en fait une enquête de terrain. D'accord. Pour essayer de comprendre les mécanismes de l'arbre avec ce qu'il va transmettre. D'accord. Et en général, la première séance pose un cadre autour de la problématique du consultant. Et en fonction de ce qui se dit pendant cette séance, je vais proposer des pistes de réflexion, de recherche et un travail actif. D'accord. Et en fait, alors, selon moi, la psychogénéalogie s'adresse au plus grand nombre parce que c'est vraiment passionnant et nécessaire peut-être de savoir d'où on vient, de quelle famille, comment fonctionne notre système. Donc ça pose des clés de compréhension par rapport à soi et son fonctionnement personnel. Et après, elle va s'adresser plus particulièrement à des personnes qui ont des problématiques de répétition, des schémas dans lesquels ils se sentent enfermés, donc des blocages. Et là, on va aller vraiment travailler sur des problématiques particulières. On peut aussi s'adresser à des parents ou aux futurs parents qui ont peur de transmettre leurs angoisses à leurs enfants. D'accord. À des personnes qui ont des deuils compliqués, qui ne se font pas, parce que la psychogénéalogie... Oula, je bégaye. La psychogénéalogie, c'est vraiment ça, c'est arriver à débloquer des deuils. Ce sont beaucoup de deuils, en fait, qui se transmettent. Et quand on parle de deuil, ce ne sont pas que des deuils liés à des morts brutales, mais ça va être aussi des conséquences dans la vie par rapport à des changements brutaux, des chutes sociales, des changements de territoire qui ne sont pas forcément voulus, qui sont vécus comme un traumatisme, tu vois. Oui, comme un déménagement forcé, un suivi de conjoint, des choses comme ça. Ouais. Tout à fait. Une perte d'amour, enfin voilà, tous ces deuils de passage en fait d'un état à un autre qui ne peuvent pas se faire et qui bloquent l'énergie de vie quelque part à un moment donné. Donc on va aider ces deuils à se libérer et à reprendre le cours de la vie. Et dès la première séance, quand on démarre un travail en psychogénéalogie, tu peux à peu près estimer combien de temps on doit prévoir? Toi, tu as une idée quand tu proposes ces fameuses pistes de réflexion? Oui, tout à fait. Dès la première séance, je propose... Déjà, en première séance, il se passe beaucoup de choses avec le travail sur l'arbre, le dessin de l'arbre qui est fait en séance et la parole qui se libère. La personne a une première synthèse de son histoire familiale. Souvent, il y a des prises de conscience qui se mettent en place à ce moment-là. Et en fonction de la problématique, je propose certaines pistes de recherche et des 3-4 séances, beaucoup de blocages se libèrent. Déjà, d'accord. Déjà. Et après, c'est à chacun de continuer un peu plus. Ou voilà, c'est vraiment en fonction des ressentis de chacun d'aller creuser un peu plus ou de s'arrêter là parce qu'ils pensent que ça leur convient et qu'ils sont OK avec leur problématique de départ. D'accord. Alors, tu as déjà répondu quand même à cette question de pourquoi on va consulter un psychogénéalogiste plutôt qu'un psychologue. Mais est-ce qu'il y a par exemple des domaines où vraiment c'est quand même plus sensé d'aller voir un psychogénéalogiste qu'un psychologue, par exemple? Tu parlais de répétition, tu parlais de deuil. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter par rapport à ça quand on hésite vraiment, quand on est un peu novice et on se dit, voilà, on me conseille, je sais pas moi, un praticien en EMDR, un psychologue, une kinésio. Pourquoi aller voir plutôt un psychogénéalogiste? Alors, un psychogénéalogiste va vraiment travailler sur le transgénérationnel, sur le système familial, sur les traumatismes, les loyautés qui ont pu se mettre en place. D'accord. Ça va vraiment être une prise de conscience,
une réflexion par rapport à ce qui s'est passé dans la famille, à lever des voiles, des zones d'ombre, à remettre chacun à sa juste place, à comprendre qui est qui en fait dans l'histoire familiale. C'est vraiment une enquête de terrain. Et il y a quand même une distinction importante à faire, c'est qu'un psychogénéalogiste n'est absolument pas psychologue. Ce sont vraiment deux métiers totalement différents. Et d'ailleurs, le terme de psychogénéalogiste, pour moi, ça a été compliqué de me l'approprier parce que je ne suis pas psychologue. Le psychologue est reconnu par l'État. C'est bien de souligner, ouais, bien sûr. Voilà. C'est un autre domaine reconnu par l'État où il va être habilité vraiment à faire un état des lieux de l'état psychique d'une personne. Donc c'est une démarche qui est peut-être plus individuelle et très spécifique. Et pareil, la psychologie a de nombreux domaines, psychologie du travail, de l'enfance, voilà. Donc ce sont quand même des domaines assez différents. Et là, on vient plus visiter la famille, l'individu dans son système, ouais. Tout à fait. Et les mécanismes de répétition. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple qui montrerait comment on peut se libérer, par exemple, de traumatismes familiaux avec cet outil? Tu parlais tout à l'heure de l'arbre, du dessin de l'arbre. Est-ce que c'est toi qui le dessines? Est-ce que c'est la personne qui le dessine? Et à travers son dessin, tu t'amuses à voir un petit peu ce qu'elle a pu oublier ou grossir ou... Oui, tout à fait. Oui, ça c'est le positionnement. Alors, effectivement, c'est moi qui dessine en séance parce que la personne ne va pas forcément... Elle est accrochée à sa problématique de départ. Donc, c'est moi qui dessine à travers ce qu'elle me raconte. D'accord. Et le génosociogramme, ce dessin donc de l'arbre généalogique, nous permet de voir le positionnement de la personne par rapport à sa fratrie, par rapport aux loyautés qui se mettent en place dans l'arbre à travers les générations. Et en exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner? Une loyauté coincée, en fait, dans un deuil. J'en ai beaucoup dès la première séance quand on travaille sur le système familial. Par exemple, j'ai une jeune femme, tu vois, qui est venue il y a peu de temps. Elle a une trentaine d'années. Elle est bloquée dans ses relations amoureuses. Tu vois, elle ne comprend pas pourquoi elle a des relations qui sont soit très fantomatiques, c'est-à-dire longue distance, ou alors des relations qui deviennent du copinage, quoi. Ils sont bien dans colocation, un petit peu comme... en sex-friend, quoi. Voilà, c'est un petit peu fantomatique. Donc, en faisant son arbre, en fait, on s'est rendu compte que très rapidement, rien qu'en allant à ses parents, elle est fille unique, née après un bébé garçon, tu vois, qui est décédé à 1 mois. D'accord. Et autre drame aussi, dès son plus jeune âge, son père décède d'un cancer lorsqu'elle a 3 ans. Tu vois. Ouais. Et de cette histoire assez dramatique, sa maman restera célibataire, veuve. Tu vois, elle ne se met jamais en couple. Ouais. Et avec des phrases, je m'en sors seule, je n'ai pas besoin d'homme dans ma vie, voilà, tu vois. Donc cette jeune fille, en fait, qui est née là-dedans, elle vient en réparation. Déjà, c'est un enfant de remplacement, elle vient après un bébé bien sûr, qui est décédé. Donc elle vient réparer quelque chose, elle vient remplacer, elle vient combler l'émotionnel qui c'est un traumatisme quand tu perds un enfant. Je pense que c'est la pire épreuve au monde. Ça doit être la pire épreuve, ça je suis bien d'accord. Et donc cette jeune fille vient là pour éponger un petit peu la souffrance, tu vois, et après le deuil de sa maman qu'elle ne fait pas. Donc elle est née là-dedans et il y a une loyauté qui se fait en rapport à sa mère où elle ne se mettra jamais en couple. Parce qu'elle doit rester à cette loyauté à sa maman qui ne se met pas en couple, qui reste seule, le deuil est bloqué, tu vois, la tristesse est bloquée. Évidemment, c'est complètement inconscient. C'est complètement inconscient. Donc, elle, en loyauté à sa mère, elle ne peut pas se mettre en couple parce que ça voudrait dire qu'elle sort de cette loyauté, qu'elle s'autorise à être heureuse en amour, tu vois, bien sûr. De cet ordre-là. Donc, elle va... et en plus, elle s'est construite avec une force de caractère. C'est un rayon de soleil pour sa mère. Tu vois, elle doit égayer sa maman qui est triste. Donc elle est un masque de joie. Voilà, elle est dans un masque de joie. Et elle a cheminé comme ça tout au long de sa vie en étant à côté finalement de sa réalité personnelle, tu vois. Bien sûr. Donc en travaillant en première séance, déjà il y a une énorme prise de conscience qui se fait avec beaucoup de larmes, parce que c'est c'est très émotionnel tout ça. C'est une réalité qui est traumatisante et forte.
Et donc, elle est à la fois un peu dans ce chaos d'être en loyauté à sa maman avec cette tristesse et ces drames. Et elle, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que je peux vivre ma vie? Mais oui, c'est donc, ça. Voilà. Alors, il y a un vrai jargon, je t'entendais parler. Moi, je suis assez fan de la psychogénéalogie, mais c'est vrai qu'on parle de loyauté, tu parlais des répétitions, tu parlais du génosociogramme. Il y a un vrai jargon quand même autour de la psychogénéalogie. Oui, complètement. Et je me souviens d'avoir vu un jour un éthiomédecin, je lui avais parlé de loyauté familiale, il m'a dit mais non, mais justement c'est n'importe quoi cette loyauté, mais il l'avait dit non pas pour casser le truc, c'était pour casser ma croyance qu'il fallait être loyal. Et en fait ça m'a tellement percuté qu'il me dise ça que j'ai dit bah oui, c'est complètement con d'être en loyauté avec ça, tu vois. Et je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant. Parce que ça m'amène à ma question suivante quand tu me parles de tout ça. Est-ce que la prise de conscience suffit, ou est-ce que c'est parce que cette jeune fille, quand tu lui as montré ce qu'elle était en train de rejouer, c'est la libération émotionnelle qui lui permet de passer à autre chose, ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Il faut aller plus loin, parce que là, elle est dans un mécanisme d'évitement aussi, tout au long de sa vie, d'éviter la souffrance, d'éviter à nouveau certains traumatismes. Donc, elle s'est forgée un fonctionnement interne qui l'éloigne complètement de sa réalité personnelle, en fait. Ouais. Donc, il y a non seulement la prise de conscience qui fait que, oui, mais dans cette prise de conscience, tu sais, on a une loyauté très forte à nos parents, qui nous lie à eux. Et si je sors de ma loyauté à mes parents, est-ce que je ne vais pas les trahir? Est-ce que je vais rester leur enfant? Tu vois, donc il y a cette peur. Tu vois, c'est très inconscient tout ça, mais s'autoriser à être soi, c'est pas du jour au lendemain, et il faut faire beaucoup de prise de conscience, d'actes symboliques pour accompagner les prises de conscience, pour arriver à libérer ses loyautés. Et en libérant ses loyautés, prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on sort d'une loyauté qu'on n'est plus aimé de ses parents. Bien au contraire, ça n'a rien à voir. Bien sûr, alors je ressouligne le jargon. Tu as donné un aussi quand tu parles de rituels, comment tu appelles ça? C'est vrai qu'on parle des fois de rituels psychomagiques à la Jodorowsky. Ça, c'est Jodorowsky, tout à fait, oui. C'est ça. Et moi, je parle d'actes symboliques. Parce que le mot rituel, en fait, le rituel a plus une connotation de répétition. Tu vois, un rituel, ça va être répétitif. Un acte symbolique, c'est poser un acte à un moment donné, et tu le fais une fois, deux fois, et après ça libère la loyauté, le schéma, tu vois, l'émotionnel. C'est intéressant. Donc c'est vraiment un acte posé et qui est fait. Ça y est, c'est fait. C'est on n'en parle plus, quoi. Ok. Voilà. Ouais, c'est marrant. Moi, tu vois, comme quoi un mot, on dit toujours qu'est-ce que ça évoque pour toi un mot. Moi, derrière le mot rituel, je vois plus quelque chose de sacré, presque de religieux. Très sacré, mais l'acte symbolique est très sacré parce qu'il y a une espèce tu te mets vraiment dans une intention de libérer quelque chose de sacré en toi et pour la famille, en fait. Donc il y a aussi c'est une belle intention et quand je propose des actes symboliques, je propose aussi de se mettre dans une ambiance particulière avec une photo si on est chez une personne, avec des bougies, de se mettre vraiment dans un espace sacré entre guillemets, tout à fait. Mais le rituel, si tu veux, pour revenir sur le rituel du coucher du soir. Quand tu vas coucher ton enfant, tu lui dis tu vas te laver les dents. Tu vois, c'est le rituel qui est répétitif et qui le sécurise, qui va le mettre dans sa sécurité d'aller se coucher, de dormir, voilà. Sereinement, quoi. Ouais. Alors, je voudrais revenir à ce que tu viens d'évoquer justement avec cette jeune fille, quand tu expliques que ça suffit pas la prise de conscience, que parfois il faut aller encore plus loin justement avec ces actes symboliques. Quand il y a cette prise de conscience, en combien de temps? On dit souvent que la prise de conscience, c'est un premier pas et qu'après, l'intégration, elle se fait au niveau de l'inconscient et que l'inconscient n'a pas le même temps, tu vois, d'intégration, sauf quand on parle de sauts quantiques, mais qui sont quand même assez exceptionnels, je crois. Oui. Donc toi, en général, tu parles de combien de temps? Il y en a qui parlent de 21 jours, le temps du changement en PNL. Il y en a d'autres qui parlent des 40 jours, si on revient à quelque chose de plus religieux. Qu'est-ce que tu leur dis aux gens que tu accompagnes? Alors, les personnes que j'accompagne, en fait, déjà, chaque séance, je les espace de 3 semaines, effectivement, pour que l'inconscient ait le temps de travailler, tu vois. Il y a une espèce j'appelle ça une infusion, tu vois, ça infuse tranquillement. Et il faut que ça passe. Oui, j'aime très C'est pour ça que cette image,
Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas, on n'a pas de baguette magique et on n'est pas bien dans ses baskets du jour au lendemain. C'est faux, c'est pas vrai. Il y a quand même beaucoup de schémas qui sont en nous, qui sont ancrés depuis très longtemps. Donc, les libérations doivent se faire en ouverture de conscience, en fait. C'est bien ça. C'est petit à petit. Par contre, alors, moi, je parle de 21 jours pour une reprogrammation du cerveau. Tu vois, quand on doit reprogrammer un nouveau schéma. Par contre, une libération peut se faire en instantané. Vraiment. Okay. D'accord. Et ça, je le vois en hypnose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une libération. C'est la personne est en hypnose, elle sort de l'hypnose, la libération est faite. C'est vraiment c'est ça. Je le vois sur le sommeil. Hein. Tu vois, j'ai encore eu un message ce matin. T'es une magicienne, ça y est, je redors. Ça fait des mois que je dormais plus. Je suis pas une magicienne. C'est génial. C'est toi qui as accepté. Bah oui. Non, mais t'as raison. C'est ça. C'est la personne en fait. C'est l'intention de la personne qui va faire que c'est l'instant T ou non, c'est encore plus long parce qu'il y a quelque chose d'autre dans l'inconscient qui fait que ça cloisonne, ça coince, c'est encore grippé, tu vois. Ouais. Mais si la personne est prête à ce moment-là, ça se fait là, tout de suite. Ouais. C'est ça. Alors, quand tu parles de loyauté familiale, de loyauté à nos parents, je trouve ça hyper intéressant. À quoi c'est dû cette loyauté? Que même si on a eu, tu vois, je pense au syndrome de Stockholm, finalement, plus on a eu une histoire compliquée, plus on a envie d'être aimé par sa mère, son père. Ça remonte à quoi, ça, cette loyauté familiale? C'est parce qu'ils nous ont donné la vie? C'est quoi? Oui, il y a ça, cette dette à la vie. Hein. Merci, tu m'as donné la vie. Mais alors, du coup, je suis en dette auprès de toi tout au long de ma vie. Donc voilà, c'est une dette inconsciente qui est très lourde. Et il y a aussi, je pense, dans tous nos cerveaux de reptiliens, cette peur du rejet, parce que c'est dans le groupe qu'on arrive à vivre. L'homme se construit à travers l'autre. Dans le relationnel, un enfant qui est cloisonné seul et qui n'a pas la relation déjà à la mère, au père, dépérit. Ces neurones ne continuent pas leur croissance. Donc, si tu veux, il y a cette peur du rejet du clan, de la famille, qui fait que c'est la peur de la mort. Et oui, qu'on porte tous en nous, dans le collectif. Qu'on porte tous en nous. Ouais. C'est cette peur de mourir. Si je suis isolée, je meurs. Et donc, ça crée des loyautés qui sont hyper puissantes et que tout le monde n'arrive pas à libérer parce que par peur, en fait. Peur de se retrouver isolé et inconsciemment une petite mort, en fait. Ok. Et très bien. Mais écoute, ce que je te propose, on va faire une petite pause musicale avant de reprendre ce sujet, mais tout à fait passionnant. Et dans cette deuxième partie d'interview, on ira au cœur de ton travail, de tes ateliers, si tu le veux bien. On se retrouve après la pause. Génial. Merci beaucoup, Ambre. À tout de suite, Caroline. À tout de suite. Et pour cette émission, Ambre, je vous propose de découvrir le morceau Two Moons de Uto, actuellement en programmation sur Radio Association. Je vous souhaite une bonne écoute. Strand
just one. On se retrouve après ce beau morceau et on se retrouve avec Caroline qui est auteure et psychogénéalogiste. Moi, j'ai découvert Caroline à travers son premier livre, Psychogénéalogie, donner du sens aux mémoires familiales et trouver son équilibre. Ça a été mon véritable coup de cœur en ce début d'année. D'ailleurs, j'avais interviewé Caro sur ma chaîne YouTube. Et puis, j'avais envie d'aller plus loin. Donc, c'est pour ça que je t'ai rappelé, Caroline, Merci pour beaucoup. t'inviter. Vraiment avec plaisir. Parce que j'ai envie de connaître un petit peu le contenu de tes ateliers de groupe, savoir un petit peu comment tu travailles. Je sais qu'aujourd'hui, tu travailles beaucoup en visioconférence quand tu reçois en individuel. C'est ce que tu nous as dit en début de séance. Mais je sais aussi que tu proposes des ateliers. Donc, dans ces ateliers, qui est-ce que tu formes ? Est-ce que c'est des thérapeutes qui ont envie d'ajouter cette corde de psychogénéalogie à leur arc ? Est-ce que ce sont des personnes passionnées sur le sujet qui ont envie en fait de profiter de ces enseignements pour les mettre à profit dans leur famille ? C'est qui ? Alors, je travaille en visio, mais je travaille aussi beaucoup je tiens à le préciser, en séance en présentiel, chose que je préfère d'ailleurs. Ouais. Oui, la visio, je fais beaucoup de formations. En fait, je forme effectivement en psychogénéalogie avec la visio, ce qui me permet de toucher des personnes qui sont à l'autre bout de la France. Mm-hmm. Alors, les ateliers, en fait, j'ai commencé les ateliers dès que je me suis installée en psychogénéalogiste pour... c'était une façon de me faire connaître, en fait. D'accord. De sortir un petit peu de faire connaître la psychogénéalogie, mon travail, ma façon de travailler pour après, tu vois, que les personnes se disent, oui, je vais revenir en individuel. Ok. Et c'est comme ça que j'ai créé les ateliers dès le départ, en fait, depuis que je suis installée. Donc comme une découverte, en fait. Oui, ouais. Effectivement, une proposition de découverte à travers les ateliers. Alors comment ils s'orchestrent, en fait ? C'est à quel rythme ? Tes thématiques, comment ça se passe ? C'est très thématique. C'est vraiment, je propose des ateliers thématiques avec nos problématiques qu'on peut rencontrer à tous les niveaux, au niveau de blocage amoureux, les problématiques liées à l'argent, au métier, à la famille, à se positionner dans la vie, aux croyances limitantes, tu vois, tous ces schémas qui viennent nous encombrer parfois. Et oui, je propose toujours des ateliers et je suis en préparation d'autres... génial, d'autres thématiques. D'autres thématiques pour septembre-octobre. Et c'est en train de... Ouais, je travaille dessus, tout à fait. Top secret. Ça marche. Je serai la première informée. Génial. Alors, c'est quoi l'intérêt de travailler en groupe versus individuel, en fait, et inversement, hein ? Ouais, c'est super intéressant le groupe parce qu'il y a une énergie porteuse, très porteuse, qui est forte, puissante. Et en fait, l'énergie du groupe permet à chacun de trouver des pistes de réflexion à travers en entendant l'autre, tu vois, à travers l'autre. Ouais. Donc il y a toujours un écho qui se fait dans les problématiques et chacun se reconnaît plus ou moins, tu vois. Et il y a toujours quelque chose qui émerge qui est assez puissant. L'individuel va être beaucoup plus personnel et intimiste. Ce sont souvent des personnes qui ont vécu des traumatismes très lourds et qui n'ont pas forcément envie d'en parler au groupe, tu vois, qui sont
sont plus réservés, qui ont une démarche très personnelle. Il y a une certaine pudeur. Oui, je comprends très bien. Alors, effectivement, on sait que chaque façon de travailler présente ses avantages, ses inconvénients. C'est le principe de la polarité. Oui. Tu as fait un joli lapsus en disant couple et groupe, parce que finalement, quand on travaille dans le couple, on est complètement là-dedans. C'est l'autre qui nous permet d'aller visiter des zones qui viennent réagir là où on n'aurait pas été les chercher forcément en thérapie tout seul. Moi, j'adore les deux en fait. De plus en plus, je travaille aussi en groupe parce que et parfois, tu as des gens qui viennent amener des sujets et d'un seul coup, ça réagit à l'intérieur. Complètement. Et, c'est incroyable. C'est fort. C'est vraiment fort. Et du coup, c'est vrai que au niveau des gens que tu attires en atelier, tu as aussi des thérapeutes qui ont envie d'ajouter cette corde? Tout à fait, oui. De plus en plus de thérapeutes qui se rendent compte que la psychogénéalogie est presque un outil nécessaire pour comprendre l'individu, en fait. C'est un sacré outil, c'est un outil qui est puissant et qui donne des clés étonnantes pour comprendre vraiment le fonctionnement de chacun dans son système familial. C'est un passage un petit peu logique, obligé, en fait. Ouais. Et toi, alors du coup, sans être trop indiscrète, est-ce que comme une psychanalyste, pour devenir psychogénéalogiste, il faut passer par sa propre psychogénéalogie? Est-ce que la formation que tu as suivie, c'est ça, elle est longue? Oui, la formation que je propose, c'est vraiment un travail à la fois théorique et personnel. C'est-à-dire que les personnes on fait de la théorie le matin et l'après-midi, elles travaillent sur leur arbre. Elle dure plus d'1 an. Elle dure sur 13 mois à peu près. Et encore, c'est un minimum, je trouve. C'est un minimum. On pourrait la pousser un peu plus loin. Et déjà, en 13 mois, il se passe beaucoup de choses et elle travaille sur elle. Je dis elle parce que j'ai beaucoup de femmes en fait. Comme souvent. Et il y a vraiment une évolution progressive qui se fait. C'est un module par mois, une journée par mois. D'accord. Il y a une évolution qui se fait tout en douceur et qui est exceptionnelle. Elles ont une énergie magnifique et je leur dis à chaque fois, je devrais vous prendre en photo avant, après, à la fin. À la manière de Lise Bourbeau, on voit la posture qui change, les traits qui changent, la morpho. Tout bouge autour d'elle et c'est vraiment c'est magnifique. Et après, donc pour la plupart, c'est une clé en fait. C'est un outil de plus pour dans leur métier déjà de thérapeute, ou alors d'autres qui ont vraiment la volonté de s'installer en tant que psychogénéalogiste. Donc voilà, vous allez avoir de super psychogénéalogistes un peu partout en France. Écoute, c'est à souhaiter. Alors c'est vrai que dans mon expérience, j'ai pu constater qu'on est souvent à la recherche d'un soutien familial finalement quand on lance un projet, quand on est dans une grande décision en termes de choix de vie. Tu parlais tout à l'heure de déménagement brutal, etc. Et c'est vrai que quand on n'a pas cette approbation, et tu le dis dans ton livre, ça arrive qu'on recule, comme s'il y avait une petite voix intérieure qui remettait en question nos capacités, qui nous disait, à la manière du petit diable sur l'épaule droite ou gauche, là plutôt droite à mon avis, ils peuvent pas y croire, ils pensent que je suis pas capable, etc. C'est comme s'il y avait cet interdit familial, qu'il soit implicite ou explicite finalement, puisqu'il y a aussi ce qu'on se raconte, et qui fait qu'on ne s'autorise pas à changer de métier, à aller dans telle direction. Moi, j'en ai beaucoup autour de moi. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir de cette loyauté sous peine de se sentir exclu par notre clan? Mais c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec ce lien hyper puissant aux parents, en fait, ce lien invisible. Là, on est en dette, en loyauté à notre clan, on est dans la peur du rejet, on est dans j'ai besoin de reconnaissance pour avancer, pour savoir si ce que je fais c'est bien. Donc il y a beaucoup de paramètres en fait qui se mettent en place et qui font que on va rester dans une espèce de ce qu'on appelle une zone de confort où on sait où on est, en fait, on sait à peu près ce qui se passe. On est dans une relation à la famille et à soi qui est bancale, mais bon, comme on la connaît, on est sûr qu'on n'est pas rejeté. Et si on en sort, on a peur de tout faire bouger, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore, de l'inconnu, et l'inconnu, notre cerveau déteste ça. Il préfère fonctionner dans ce qu'il connaît déjà. Bien sûr. Donc on est rattrapé dans nos vieux schémas, nos vieux mécanismes, et on retourne en arrière. Moi, je pense que c'est vraiment en sourdine cette peur du rejet, et c'est plus fort que tout.
C'est-à-dire que t'observes sur une plage déserte, tu vas t'installer, t'as quelqu'un qui vient, il va s'asseoir à côté de toi. Il va pas se mettre à l'autre bout de la plage. C'est vrai. Il y a cette espèce de notion de groupe qui est hyper forte et qui fait qu'il faut être en groupe pour vivre, quoi, pour survivre ou pour ne pas mourir ou être exclu, ce qui reviendrait à une petite mort, effectivement. Et qu'est-ce que tu peux proposer quand tu identifies ça? Tu vois, quelqu'un qui passe à côté de son rêve, de son essence, parce que elle a trop peur d'être exclue de son groupe. Il y a beaucoup ça dépend de l'âge de la personne aussi. Hein. Une personne qui est adulte, c'est à partir de... Je leur dis, il y a un moment donné où c'est vous, en tant qu'adulte, qui devez vous reconnaître dans qui vous êtes. Arrêtez d'aller chercher l'approbation des uns et des autres, en particulier de votre famille. Hein. Il y a un moment donné où il ne faut plus être l'enfant de ses parents, mais il faut être adulte, responsable, et se dire que là, je prends des décisions, elles m'appartiennent et elles me conviennent. Donc c'est beaucoup de prise de conscience de ses valeurs, de ses croyances à soi, de ses fonctionnements internes et de ce qui fait vibrer et donne un sens à sa vie. Ouais. Sinon, on reste dans le regard de l'autre, et c'est très cloisonnant. Et tout à fait. Ça coupe. Et là aussi, tu proposes forcément de mettre un acte derrière pour investir le corps? Oui. Ouais. Ok, c'est quasi systématique en fait. Tu as la prise de conscience finalement pour le mental et puis pour l'inconscient. Et puis l'acte symbolique qui est très important et que je fais à chaque fois en fonction de la personne, de ce qu'elle dit, de son discours en fait. J'adapte les actes symboliques à chacun. Ouais, j'imagine, il faut que ça lui parle en fait, quoi. Il faut que ce soit émotionnel. Alors, dans l'émotionnel. Tu peux nous donner un exemple d'acte symbolique ? Un exemple d'acte symbolique. Alors, j'ai un exemple d'acte symbolique que je propose aux personnes qui ont... Parce que j'ai beaucoup de consultants qui ont des arbres malheureusement hyper toxiques et qui ont des histoires familiales absolument traumatisantes. Et en fait, ce que je leur propose, c'est que on en avait déjà parlé d'ailleurs en bras médecin, il y a certains thérapeutes qui disent on coupe. Non, moi, ce que je propose, c'est quand vous êtes chez vous, soit vous partez avec l'arbre qu'on vient de dessiner, soit chez vous, vous redessinez l'arbre tel que vous le souhaitez, avec vos ressentis, vos émotions, et vous le brûlez, cet arbre. Et en fait, c'est cette technique. La technique du brûlis. De brûler. Voilà, tu brûles pour faire renaître, en fait. Tu brûles avec l'intention de libérer les mémoires qui sont absolument... vraiment, il y a des cas qui sont assez inhumains. Mais on le retrouve en fait en hypnose symbolique, tout se rejoint quand tu coupes les racines de ton arbre, des racines de souffrance évidemment, que tu vas les regarder brûler délibérément en fait par le feu pour justement nettoyer et pouvoir passer à quelque chose de purifié. Tout à fait. Mais le feu purifie. Purifie. Et je me souviens que tu avais souligné quand dans l'agriculture, c'est ce qu'on fait en fait. C'est ça, avec les séquoias au Canada. Si je me souviens bien. C'est comme ça que les graines arrivent à germer parce que l'écorce c'est très dur. Donc c'est la technique du brûlis. Et c'est la terre qui se régénère. Ouais, c'est ça. Okay. Donc c'est très intéressant parce que ça permet on vient de quelque part, donc on est obligé d'être dans ce quelque part, mais on libère les mémoires qui sont épouvantables et puis on s'autorise à revivre, à renaître à partir de soi. Alors justement, tu parles de renaissance. Moi, j'ai envie de t'amener dans la mission de vie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'on a une mission de vie. D'autres, au contraire, pensent que non, on est des êtres multipotentiels et que finalement, il nous est demandé de tout être, tout faire et que comme tout se réactualise en fonction de nos prises de conscience, l'important, c'est de prendre du plaisir dans cette matière. La psychogénéalogie, elle part du postulat que notre famille nous façonne et nous donne une sorte de mission de vie. Est-ce que tu es d'accord avec ce point de vue ? J'adore ta question. En fait, c'est donc sur un débat qui est multi-humain, je pense. Mais complètement. Voilà. Et alors, moi, de mon point de vue, est-ce que c'est l'arbre qui nous façonne ou est-ce que c'est nous, en tant qu'âme, qui venons nous positionner dans cet arbre pour expérimenter une incarnation particulière ? Tu vois, le questionnement reste ouvert.
Personnellement, j'ai une vision plutôt holistique, donc j'englobe la dimension de l'âme avec ce qu'elle a de sa part de responsabilité. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher, elle, tu vois. Donc on sort de la zone de c'est la faute de, c'est l'autre qui. C'est ça. l'âme. On prend la responsabilité pleine et entière. Ouais. Tout à fait. Après, ça m'appartient et je n'ai pas de vérité absolue. Et en séance, je laisse libre cours à chacun. Un de mes objets principaux en psychogénéalogie, c'est de sortir des croyances limitantes justement pour se repositionner par rapport à soi. Donc c'est vraiment chacun vient avec ce qu'il souhaite mettre en mots. Est-ce qu'un tel, vous voulez avoir une mission, donc est-ce que vous voulez vous ancrer à cette croyance ou autre chose, tu vois. Donc c'est vraiment très subjectif tout ça, c'est propre à chacun. Tu es dans le respect finalement de ce que la personne t'amène comme objectif et tu l'accompagnes de façon neutre, le plus neutre possible en tout cas. Okay. Tout à fait. Super. Ouais. Alors, pour terminer, je voulais comparer un petit peu, même si tout à l'heure on a fait un parallèle avec la psychologie sur lequel tu as été très clair. C'est vrai que sur la psychogénéalogie, on a plutôt tendance à la comparer avec l'analyse transgénérationnelle. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on peut travailler avec certaines lois provenant de la psychogénéalogie pour dénouer une problématique sans rentrer dans un travail énorme qui durait plusieurs années ? Oui, alors en fait la psychogénéalogie c'est du transgénérationnel. C'est un peu, c'est un terme qui a été spécifiquement utilisé par les psychanalyses et qui l'appelle analyse transgénérationnelle. Mais si tu veux, il n'y a pas de psychogénéalogie sans transgénérationnel. Donc c'est la comparaison et c'est plutôt une façon c'est une récupération. Est-ce que c'est une guerre de clochers qui serait contre-productive ? C'est possible, c'est à creuser. D'accord. Mais c'est un petit peu dommage de comparer les deux parce que ce sont peut-être des approches avec la psychanalyse qui va être différentes, mais on travaille sur les traumatismes, on interroge les traumatismes de l'histoire familiale. D'accord. Donc, et en même temps, c'est vrai que quand on parle d'analyse, tout de suite, ça peut faire un peu peur. Les gens... tout à fait. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui apprécient justement ces techniques de thérapie brève, dont la psychogénéalogie fait partie, je crois. Tout à fait. Ouais, parce que l'analyse, l'analyse se fait assez rapidement. Enfin, on est là pour aller bien maintenant, tu vois, ici maintenant, pas dans 10 ans. C'est ça. On n'est pas sur de la longueur. On essaye de pas faire traîner en longueur, justement. Et l'idée n'étant pas de ressasser, justement, comme l'approche de la psychanalyse, où justement on s'est remis de plus en plus en question à cause de l'ancrage à la personne dans ces vieux schémas qui finalement l'ont fait souffrir, quoi. Tout à fait, oui. Ok, super. Mais écoute, merci beaucoup Caroline. On arrive à la fin de cette émission. Je rappelle ton livre, Psychogénéalogie, donner du sens aux mémoires familiales et trouver son équilibre, qui est absolument fantastique à lire et qui donne tellement de clés pour les thérapeutes comme tout un chacun pour découvrir un petit peu l'impact de son système, de sa famille en fait dans sa vie en général. Tu offres énormément de protocoles d'ailleurs, c'est vraiment fabuleux. Et moi, pour tout te dire, je m'en sers régulièrement dans mes accompagnements. Ouais, j'adore. Ouais. Et puis maintenant, découvrir tes ateliers. Je crois qu'on peut les découvrir via ton site internet. Tu peux nous donner ton site internet, me contacter directement. En fait, je travaille de plus en plus. Si tu veux, tu viens toquer à ma porte et tu me dis oui, j'aimerais bien faire un atelier et je monte des groupes comme ça avec une personne qui vient me voir et on fait des petits groupes de 3-4 personnes. Super. Donc c'est vraiment au cas par cas, c'est à la carte. Donc pour te trouver sur internet, oui. C'est Caroline Bablon, comment ça se passe? Alors, sur internet, c'est Caroline Bablon, psychogénéalogiste. Mon site, c'est caroline-psychogénéalogiste.fr. Génial. Eh ben super. Voilà. Écoute, on te souhaite énormément de succès, beaucoup d'inspiration, de créativité pour tes prochaines thématiques à découvrir très bientôt. Merci, avec joie. Et au plaisir de te réinterviewer sur Radio Asso sur les prochaines actualités. À très bientôt, Caroline. À très bientôt.